Bonjour à tous. Romain Bélier, je suis chargé de mission pour le PNR de Haut-Jura. Donc, après la compétence GEMAPI sur le territoire de la Haute-Vilaine et de l'Orne. Moi, je suis responsable sur le bassin versant de la Bienne, qui est un affluent de l'Ain. Donc, je veux bien si tu peux passer la diapo suivante, juste pour vous présenter le contexte au moins très rapidement, pas rentrer trop dans le détail, parce que c'était une grosse opération. Ça a été initié en 2015-2016 avec des travaux d'universitaires, des travaux même de prédécesseurs avant qu'on arrive, nous, au parc, et que la compétence GEMAPRIS soit prise en 2018. Les carrières de Jor et l'Avancia, donc c'est les deux photos que vous avez là, elles se situent sur la basse vallée de la Bienne. Donc, contexte, on va dire, la Bienne plutôt torrentielle sur la partie amont et quasiment ancien système en tresse sur la partie basse. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus du tout, hein, parce que ces contextes ont été fortement perturbés. Mais contrario des présentations qu'on a vues tout à l'heure, on est plutôt sur des cours d'eau violents on-off, c'est-à-dire vous passez d'un module qui peut être, on va dire, à quelques mètres cubes secondes à des crues qui sont de l'ordre de 300-400 mètres cubes secondes en temps normal, et quand c'est des centenales, c'est 800 à 1000 mètres cubes secondes. Donc ça rend les dimensionnements, notamment sur ces projets-là, assez compliqués parce que c'est des cours d'eau un peu ce qu'on appelle chasse d'eau, c'est-à-dire c'est vraiment on-off. Là, ce qui est intéressant sur ces deux sites-là, à Jor-l'Avancia, c'est que c'est des anciens sites d'extraction. Je veux bien que tu nous mettes la diapo suivante, s'il te plaît, Julien. Et vous allez voir dans le contexte. L'avantage, c'est qu'ils n'étaient pas très éloignés l'un de l'autre, quelques kilomètres à vol d'oiseau. Le désavantage, c'est que les impacts ont été très rapprochés sur la basse vallée de la Bienne. Et pour vous poser le contexte général, sur la vallée de la Bienne, il y a un barrage qui s'appelle le barrage d'Étape, qui est en amont de la vallée de la Bienne, et qui, lui, quand il a été mis en service en 1932-1934, a littéralement bloqué du jour au lendemain tout le transport sédimentaire de la Bienne, comme plein de cours d'eau alpins. Et ça a eu des conséquences sur la vallée derrière. À l'époque, donc aujourd'hui, on a en déficit ce barrage-là, il stocke 650 000 m3 de matériaux. Juste le barrage. Ce qui fait que la basse vallée de la Bienne, entre-temps, il y a eu des conséquences, elles sont enfoncées d'à peu près 2 mètres, 2,50 m sur 25 km de long. En plus de ça, vous avez les images historiques des sites de Jor et l'Avancia, qui étaient deux grosses zones d'extraction de granulats où il y avait des exploitants. Et rien que si on fait les proportions des plans d'eau que vous voyez en photo par rapport à 1938, il y avait du prélèvement et dans la rivière et dans les milieux, on va dire, limageurs à côté. Ce qui fait que les déficits sur chaque site, à minima, c'est entre 500 000 m3 et 1 million de mètres cubes sur chacun des sites. Ce qui fait que c'est devenu encore accentué le phénomène sur la Bienne. Et ce qui est troublant quand vous voyez les photos de 1938 qui sont à gauche et les photos que vous voyez à droite de la situation après, c'est qu'en gros, vous aviez une rivière qui faisait, on va dire, quand il y avait des crues, c'était de montagne à montagne, donc ça pouvait faire entre 200 et 300 mètres de large. La rivière, aujourd'hui, en lit normale, n'en fait que 30. Donc ça a eu des conséquences drastiques et dramatiques sur comment fonctionne l'écosystème du lit mineur et du lit majeur. Je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Donc les conséquences, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une incision généralisée du lit. Alors ça, c'est le cas pour quasiment toutes les cours d'eau de la région Bourgogne-Franche-Comté qui descendent du plateau jurassien. C'est le même combat. Et c'est à peu près la même chose dans les Alpes. À partir du moment où le transport sédimentaire il est rompu, hein, qu'il soit très fin ou très grossier, ça a eu tendance à complètement déconnecter les zones humides, etc., qui étaient liées au cours d'eau. Ça a stabilisé la bande active. Et quand ça a stabilisé la bande active sur la partie de la Bienne, en l'occurrence, on a des cours d'eau qui font 30 mètres de large, avec une lame d'eau qui est généralement faible, donc à peu près 10 à 20 cm en été, qui a des températures qui deviennent très importantes, 25-30 degrés sur des cours d'eau jurassiens quand vous êtes à 800 mètres d'altitude. Ça n'a plus de sens. En fait, au bout d'un moment, ça devient insensé. Et ça, c'est les conséquences qu'on commence à voir de plus en plus aujourd'hui pour ces milieux-là. Et au bout d'un moment, c'est une déconnexion complètement totale des milieux alluviaux qui sont associés à ça. Et donc, par effet de cascade, des espèces qu'on retrouvait là-dedans. Et là, je vous ai remis une petite photo pour se rendre compte de ce que c'était l'exploitation à l'époque. On ne sait même pas trop où est la Bienne là-dedans, et pourtant, c'est un cours d'eau qui est assez costaud. Hein. C'est de la taille d'un cours d'eau comme l'Ain, donc c'est des cours d'eau assez importants. Et vous voyez qu'en fait, c'était exploité de tous les côtés. Et on ne peut pas bien le voir sur cette photo, j'en suis navré, mais en fait, il faut imaginer que la berge que vous voyez à gauche, là où on a une route un peu sur le fond, c'est 25 mètres plus haut que le lit de la rivière. Donc ça veut dire que la vallée, à cet endroit-là, a été exploitée sur 25 mètres de haut
en granulat par rapport à la rivière et sur les terrasses alluviales de la plaque. Donc les impacts, ils ont été dément en fait. C'est même dur à imaginer aujourd'hui, ça ne ressemble plus à ce qu'on a pu connaître en 1932 ou 1934. Voilà. Je veux bien la diapo d'après. Quand on a dressé le constat un peu de tout ça, on a eu souvent les critiques de quand il y a eu des dégradations aussi lourdes, à part mettre des moyens lourds, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc on a décidé, en tout cas sur cette site-là, il y a eu une étude de l'université de Lyon 2 qui, en 2015-2016, il y a une stagiaire qui a fait un travail d'enfer. On a identifié les 4 zones, on va dire, où on pouvait encore se permettre, là où il y avait la divagation historique du cours d'eau la plus importante et là où la plaine alluviale était la plus importante. 4 sites ont été identifiés, Geure et l'Avancia étaient dedans. Et on s'est dit, OK, là, on va mettre des moyens lourds pour essayer de restaurer un peu ces milieux-là. Il y avait quand même des contraintes assez fortes, c'est-à-dire gérer les risques hydrauliques, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de capture. Pour ceux qui connaissent un peu, par exemple, sur les barrages de la Dordogne, il y a eu souvent des carrières en bordure de plans d'eau. Et le plus gros risque que vous avez, c'est qu'en gros, quand il y a une digue qui a été faite à ras un cours d'eau, le jour où elle cède, le cours d'eau se fait capturer par le plan d'eau. Et jusqu'à temps que le plan d'eau soit rempli en matériaux, il n'y aura pas de rééquilibrage général du profil en long et du profil en travers parce qu'en fait, le milieu va être saturé en fait, le temps que le trou se comble. Et les conséquences, quand il y a des trous qui font 6 à 10, voire 15 mètres de profondeur à ras un cours d'eau, c'est que les conséquences hydrauliques et même sur les infrastructures autour, les ponts, hein, les fondations des ponts, les maisons, etc., elles peuvent être drastiques. Et en l'occurrence, à Geure et à l'Avancia, on est dans des zones en PPRI, il y a des habitations, il y a des ponts en amont et en aval. Donc ça a été aussi prédominant de pouvoir résoudre cette problématique-là. Et dans l'approche, c'était de dire on n'impose pas forcément des choses à la rivière, on laisse de la place à la rivière pour qu'elle puisse faire ce rééquilibrage général, on lui donne juste les armes pour le faire. En gros, on n'a pas décidé d'un chenal en particulier. Et in fine, mais qui est toujours le message un peu plus dur à faire comprendre aux gens derrière, c'est pour tout ça améliorer la connexion des compartiments annexes. Donc on ne l'a pas fait. Il va falloir imaginer que les pelles, ce que présentera Julien derrière, on n'est pas intervenu quasiment dans le lit mineur du cours d'eau. Aucune pelle n'est allée dans le lit mineur du cours d'eau. Et je vous ferai voir les évolutions du système derrière. On peut n'intervenir que sur le lit majeur d'un cours d'eau et avoir des conséquences majeures sur le lit mineur. On n'a rien touché du limiteur, juste parce qu'on a laissé de la place. Voilà. Je laisse la parole à Julien pour la partie vraiment axée travaux. Alors, pour ce projet, en fait, il y a eu donc 2 chantiers. La Bienne sur Geure et la Bienne sur l'Avancia. Donc là, vous avez quelques chiffres représentatifs des différents projets. Ce sont 2 projets sur lesquels en fait, on essaye aussi via cette activité du génie écologique, qui est une activité qui parle d'écosystème, d'associer aussi un écosystème local, économique, donc avec des partenaires de travaux qui sont des acteurs plus ou moins locaux. Et en partenariat aussi avec le maître d'ouvrage, d'organiser des journées pédagogiques avec notamment le lycée de Montmoreau pour des journées de plantation d'élophytes qui se font sur les fins de travaux. C'est un projet qui a été conçu par Artelia, accompagné d'un bureau d'études naturaliste CDO Environnement. Pour ce qui est du projet, le but, moi je ne vais pas vous présenter toutes les phases de travaux, mais je vais plus vous présenter les ajustements et les aléas qui sont liés, qu'on peut rencontrer tous dans ce type de projet sur la réalisation des travaux. Donc la première, c'est la prise en compte des enjeux espèces protégées dès le démarrage, qui nécessite, comme on l'a vu sur les exemples précédents, de prendre en compte des calendriers des différentes espèces, des différents milieux, des différents habitats, des calendriers qui sont aussi en lien avec des autorisations préfectorales. Et pour ce faire, donc, ces chantiers se sont faits systématiquement en 2 phases, avec une première phase qui était les travaux de traitement de la végétation en période hivernale et les travaux de terrassement qui se sont faits plutôt en période estivale. Pour ce qui est des enjeux d'espèces invasives, donc sur les différents projets, en fait, vous avez habituellement dans les marchés et dans les montages de projets des états des lieux qui sont faits à des instants T. En fait, côté entreprise, dès la phase appel d'offres, en fait, on a l'obligation, en tout cas, si on veut faire un chantier de qualité, on a nécessairement besoin de refaire une actualisation de la cartographie parce que on est dans des milieux
la nature évolue et les espèces invasives se déplacent, s'étendent ou pas. Donc, il faut, dès la phase appel d'offres, prendre en compte ces impacts dans le chiffrage, dans les méthodes, dans l'organisation d'un chantier. Et sur ce projet, pour l'ensemble des espèces invasives rencontrées, principalement la renouée du Japon, le Buddleia, il y avait un peu un panel d'une dizaine d'espèces au plus. Les solutions techniques ont été assez simples, vu qu'on est sur des anciennes gravières. Nous sommes partis sur, ce qui était demandé aussi dans le cadre du marché, sur des purges préalables au terrassement et une immersion dans les plans d'eau, dans les zones de remblai de grande hauteur. Autre paramètre qu'on rencontre aussi quand on travaille dans un milieu naturel, c'est l'hydrologie, surtout sur des cours d'eau proches des montagnes. On a tous des obligations réglementaires, on a tous des obligations contractuelles. Pour autant, il est toujours intéressant et utile de prendre en compte dès la phase appel d'offres des aléas qui sont plus ou moins récurrents, les différentes crues qu'on peut subir pendant les travaux. Donc là, vous avez sur la gauche une photo d'une crue qui s'est produite juste après la phase des travaux forestiers, qui a nécessité une réactivité dans la foulée, c'est-à-dire de réintervenir et boucher une brèche dans la digue pour être sûr de ne pas avoir une capture de la bienne par les gravières. Et sur la droite, c'est le site de l'Avancia où nous étions en pleine phase de remblaiement du plan d'eau amont, vous verrez un peu plus tard, et pour lequel, vous voyez, on était contraint de s'arrêter quelques temps pour pouvoir continuer le chantier. Juste pour te compléter là-dessus, Julien, la photo, alors on ne peut pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui parce que moi j'avais eu l'occasion de filmer notamment le phénomène qui était là-bas. Il faut imaginer, on a commencé les travaux, donc il n'y a pas eu de crue importante depuis 90-91 sur la Bienne qui étaient des crues centenales, hein. Donc on dit toujours au niveau statistique, en 90 et 91, ils ont pris 2 crues centenales en 2 ans. Donc ça peut arriver. Et depuis, la Bienne n'a plus eu de crue importante. Et le jour des travaux, on a pris une crue qui était une équivalente, on va dire, Q4 ou Q5, donc de crue de retour 5 ans, ce qui n'est pas exceptionnel, mais sur la Bienne, une retour 5 ans, je ne sais plus si c'est 300 ou 400 mètres cubes seconde, et ben, elle a trouvé le moyen de casser la brèche, de casser la digue principale sur 25 mètres de long, et le cours d'eau s'est enfoncé, s'est engouffré dans le plan d'eau principal. Et on commençait à avoir le phénomène de capture qu'on redoutait tant, qui commençait à arriver sur le chantier. Donc là, effectivement, ça fait partie des adaptations qui peuvent être demandées à une entreprise dans le cadre du marché parce que ça arrivait pile poil au moment où on intervenait sur la digue. Voilà. Ensuite, donc, le projet consistait à donner de l'espace à la rivière pour ce faire de déblayer une partie de ces berges pour pouvoir de mettre les matériaux en remblai dans les anciennes gravières. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on remblait des gravières qui ont été exploitées pendant plusieurs années, il y a une maîtrise plus ou moins délicate des tenues de matériaux en remblai dans l'eau. Et il faut, pour ce faire, être en capacité de mettre les matériaux au bon endroit, de privilégier les zones à remblayer pour pouvoir créer les milieux qui sont recherchés et être en permanence dans l'adaptation et dans l'évolution du projet. Les marchés sur lesquels on s'engage sont des marchés avec des plans et des objectifs. Pour autant, ce qui est important de prendre en compte, c'est que l'objectif premier d'un projet de génie écologique, c'est les fonctionnalités qui sont recherchées et non pas forcément le dessin qui est réalisé sur un bout de papier. Donc, pour conclure sur la réalisation, en fait, c'était de vous faire part des attentes qui sont, je pense, pour tous les acteurs du génie écologique, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre ou entreprises, que sont la souplesse de chacun sur l'évolution d'un projet, de sa phase de conception à sa phase de réalisation, d'une adaptabilité significative dans l'avancement de son projet, une grande compréhension des objectifs recherchés dans les aménagements, un savoir-faire chez chacun, qu'il soit au sein des entreprises, mais au sein des bureaux d'études et des maîtres d'ouvrage, et une grande force de proposition de l'ensemble des acteurs. Je te laisse conclure, Romain, sur les attentes si tu le souhaites et sur la suite. Je confirme sur tes attentes, c'est-à-dire ce qui est un peu déroutant des fois pour les entreprises et pour l'avoir sur le chantier, on apprend à se pratiquer les uns les autres, mais c'est normal.
c'est vrai que pour comprendre là un peu l'ampleur des remblaiements du cours d'eau, quand il faut faire passer un cours d'eau qui fait 30 mètres de large avec un plan d'eau qui est collé à ras le plan d'eau, et on va dire maintenant la rivière elle va faire 120 mètres de large, ça sous-entend que quand on a remblayé 100 000 mètres cubes dans un plan d'eau pour arriver à faire ça, effectivement, sans adapter, si on se confrontait au plan d'origine, c'est quasiment impossible parce que la manière dont vont se tasser les matériaux, c'est impossible à prévoir. La quantité de matériaux que vous allez avoir à disposition, comment va réagir le cours d'eau, les crues, le banc de galets, c'est quasiment impossible. En tout cas, à ces échelles-là, ça serait prétentieux de pouvoir le prédire. En tout cas, c'est très compliqué. Et donc, forcément, ça sous-entend que derrière, faut vraiment adapter au moment du chantier ces choses-là. Et en tout cas, moi, je remercie fortement les entreprises et aussi les maîtrises d'œuvre parce que pour la maîtrise d'œuvre, c'est pas évident de s'engager sur quelque chose et de lâcher du lest, que tout le monde lâche du lest et fasse un effort pour que ça marche, parce que sinon, vous ne pouvez pas atteindre un niveau de résultat qui est satisfaisant sur des grands milieux comme ça. C'est compliqué. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu les évolutions majeures par rapport aux photos que vous avez vues tout à l'heure. Ça, c'est même des photos qui étaient juste un an après travaux. Aujourd'hui, ça a énormément évolué. On retrouve une bienne qui a des bancs galets actifs. On retrouve une bienne qui a maintenant un bras secondaire qui est quasiment permanent. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux. Vous voyez un peu en fond de photo quand même le problème qu'on a sur la bienne, c'est-à-dire le fameux 30 mètres de large avec aucun milieu qui connecte. Là, vous avez un cours d'eau où il y a des bancs galets, il y a des milieux connectifs et on a quand même, parce que aussi pas le choix, on ne pouvait pas se permettre de remblayer pour des coûts de projet, de remblayer toutes les surfaces de plans d'eau. Plutôt que d'aller contre la connexion du cours d'eau avec les plans d'eau, on a laissé volontairement des zones qui s'étaient créées naturellement de connexion entre le plan d'eau et la rivière. On les a laissées actives volontairement. Et notamment à Geur, il y a une zone qui devient de plus en plus intéressante. Alors, on ne le voit pas forcément en photo, mais il y a une sorte de delta qui s'est créé entre la rivière et le plan d'eau, on va dire, le plus connectif qui est à l'aval. Et ça crée des zones hyper intéressantes pour les oiseaux. Et pour information, parce que j'ai eu même la nouvelle aujourd'hui, en termes d'espèces protégées qui sont revenues sur site, en ce moment, on commence à avoir des beaux retours, notamment un genre, par exemple le petit gravelot qui a inféodé à ces milieux-là, qui n'avait pas apparu sur la Bienne depuis des décennies. Les premiers couples commencent à être détectés sur ces milieux-là. Et là, socialement, ce qui est très difficile à faire comprendre aux gens, c'est que quand vous passez d'un milieu où il y avait de la végétation partout, vous en enlevez 5 hectares et vous retrouvez une bienne mobile et ça fait 70 ans que les gens n'ont pas vu une bienne mobile, et ben pour faire comprendre ça, c'est, je trouve, un des volets le plus compliqué socialement. Ça revient un peu à ce que disait la personne avant dans l'intervention au niveau des entreprises. On comprend pourquoi on met de l'argent dans un emploi, on ne comprend pas forcément pourquoi on le met dans des milieux et surtout, il y a un impact paysager qui est tellement fort que pour les gens, aujourd'hui, quasiment la génération qui a connu le milieu dans un état à peu près convenable, elle n'existe quasiment plus. On parlait de 1934 tout à l'heure. Et il n'y a qu'à cette période-là où on a connu la Bienne encore un peu mobile. C'est très dur à imaginer derrière. Là, vous avez les évolutions à l'avancée. Donc ça, c'est le chantier qu'on a terminé fin d'année 2022. Et notamment, on a fait le choix de faire le pari que le plan d'eau qui est en amont, donc là, c'est une toute petite zone du site, on s'est dit qu'on mettait le paquet sur ce plan d'eau-là parce que notamment sur les crues de 90-91, la Bienne était passée en plein au travers des 2 digues, avait éclaté les 2 digues et elle est commencé à remplir ce plan d'eau-là, donc il fait à peu près 2 hectares de mémoire. On l'a rempli complètement et on a fait le pari de se dire là, c'est au gain total pour la Bienne. Et ce que vous voyez un peu, la photo qui est complètement à droite, on avait des photos historiques aussi d'une falaise qui fait à peu près 10 mètres de haut, qui était des endroits un peu atypiques de la Bienne, où par exemple, on s'étonne toujours pourquoi on n'a plus d'hirondelles de rivage, plus de guêpiers d'Europe, plus de martins pêcheurs ou de choses comme ça au bord des cours d'eau. Typiquement, ce type d'habitat-là, c'est les habitats les plus favorables pour qu'il y ait des nichoirs ou des choses qui se mettent en place dans ces endroits-là. Et là, en l'espace de 4 mois, on a retrouvé 30 ou 40 mètres de falaises comme ça qui sont directement actifs et qui en plus, les matériaux qui arrivent de ce site-là nourrissent directement la zone en bas et donc commencent à recréer un banc dans la zone en interne du méandre. Et on voit qu'il y a une sorte d'amorce de la Bienne de faire un bras secondaire à cet endroit-là, tout doucement. Et donc, ça, en tout cas, ça porte ses fruits et je rejoins un peu les propos de la première présentation où ça peut aller très vite. En tout cas, en termes de gains, ça peut aller très vite. C'est dur de s'y engager, mais en tout cas, on voit que ça évolue rapidement. Voilà.
Voilà, et je ne sais plus s'il n'y avait pas une dernière petite diapo sur… là, vous avez vu un peu les évolutions globales. On s'est attaché aussi lors du chantier, et là, ça met aussi en valeur ce que font les entreprises. Ça paraît con, entre guillemets, c'est un peu vulgaire de mettre une souche dans un cours d'eau, mais c'est pas si simple. Et notamment, on a essayé de faire l'effort, en tout cas à Geur et Lavancia, d'accentuer, de laisser des souches, laisser des arbres le plus possible. Alors, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Mais vous voyez que la moindre souche, il y a l'aspect global. Et là, vous avez les micro-habitats qui se créent derrière les souches ou derrière les embâcles qu'on a créés volontairement. Et c'est des petites choses, mais en tout cas, ces micro-habitats-là, dans le système global, ça contribue aussi à avoir une diversité d'actions qui est un peu plus logique. Alors là, en l'occurrence, la diversification des souches, tu me dis si je me trompe, Julien, mais par exemple, la Geur, pas quelque chose qui prend énormément de temps, ça prend une journée ou 2 journées de le faire correctement. On vient sur place, on se met avec le pelleter et on le fait tout de suite. Et je sais que notamment à Geur, ça a très bien marché on s'est servi de l'expérience du pelleter pour en mettre un peu dans tous les sens aussi pour que les souches, pour que ça puisse marcher et que ça tienne un minimum de temps, le temps que la rivière s'équilibre là-dedans. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup à tous les deux. Il y a une question dans la discussion, c'était de savoir si vous avez rencontré des difficultés avec propriétaires riverains qui étaient concernés par l'érosion. Complètement. Alors, pas des questions d'érosion. Alors, c'est vrai que je ne peux pas rentrer en détail parce qu'il faudrait 2 heures pour faire une présentation sur 4 ans de projet qu'on a eu sur Geur et Lavancia. Parce qu'en gros, on a restauré 3 km de cours d'eau à peu près dans sa globalité. C'est à peu près 75 hectares de milieux humides annexes qui ont été restaurés. Je n'ai pas forcément développé à Lavancia, mais Lavancia, par exemple, on avait un pont qui permettait aux gens d'accéder de l'autre côté. Donc, on a même détruit le pont pour que la rivière ait plus de contraintes hydrauliques et que les gens, notamment qui sont plus bas, le pont en question réorientait les crues face à une digue qui protège 500 habitants. Donc, on a pris le parti carrément d'enlever le pont en dessous pour que la rivière puisse se faire librement. Mais on était obligé de focus un peu sur les zones, sinon il y avait trop de choses à dire. On a eu de gros soucis sur le foncier, donc au bout d'un moment, on a fait expertiser par des notaires les valeurs foncières des terrains. On a carrément proposé aux gens de racheter tous les terrains. On a fait. Je suis arrivé à peu près à racheter 90% des terrains des zones en rive droite et en rive gauche de la Bienne. On a négocié avec les carriers jusqu'à aller payer les obligations réglementaires d'éviction, les indemnités d'éviction pour les agriculteurs, avec la FNSEA, avec tout ce qui va derrière, pour indemniser les gens. Donc ça a duré pendant un moment. Parce que si, et j'ai vu aussi passer la question, aujourd'hui, la stratégie foncière dans ces types de projets-là, il n'y a pas ça. Et je pense, moi, très honnêtement, même en termes de notre syndicat, on n'est pas encore assez costaud sur la stratégie foncière en général pour pouvoir le faire. Parce qu'on n'a pas le droit de préempter. Malheureusement, en tant que syndicat GEMAPIA, on ne peut pas préempter sur certaines choses. Et c'est compliqué d'assurer le projet. Donc là, on est même racheté les parcelles aux 2 carriers qui sont restés sur zone, parce que je ne l'ai pas forcément développé, mais en fait, sur chacune de ces zones-là, nous, là, il y avait une contrainte principale, c'est que pendant le Covid, les 2 anciens carriers ont vendu les zones à 2 nouveaux carriers. Donc, on a dû composer avec, et personne n'a pu préempter sur la chose. C'est passé comme une lettre à la poste. Et donc, on s'est retrouvé que, et pourtant, c'est dans des zones en PPRI, enfin, tout ce qui va avec. Personne n'a pu préempter sur le truc. Donc, on a composé avec ça. Et donc, on allait voir, alors après, ça se fait dire à la tchatch et au bluff et à tout ce que vous voulez. Mais on allait voir les carriers. On a dit, nous, à minima, on veut récupérer la main sur les plans d'eau. On veut récupérer du domaine public fluvial qui existe, mais qui n'est pas assez large. Et on peut vous prouver par A plus B que le cours d'eau, s'il casse, ça a des conséquences sur les ponts en aval, ça a des conséquences sur les maisons à l'aval. Et donc, il y a eu tout ce schéma de fait auprès des communes, auprès de tout ça pour débloquer la situation. Et je vois qu'il y a des questions sur le réglementaire. On nous a proposé de passer par une déclaration d'utilité publique, donc une DUP, notamment à certains endroits. Mais la DUP expropriation, honnêtement, nous, dans la philosophie d'intervention qu'on a, ça peut être agité comme une sonnette d'alarme. Si on part là-dedans, le projet, on le fait dans 5 ans. C'est assimilé comme du forcing plus, on va dire, auprès des propriétaires et des communes. Donc, ça va quand même ça va tendre globalement le chantier derrière quand ça va se faire, au risque que ça ne se fasse pas d'ailleurs, ou dans la difficulté.
On a pris, nous, un autre penchant, c'est-à-dire dans le Jura, à l'époque, il y avait pas ça passait pas par la 3350 où on pouvait faire des régimes de déclaration sur la restauration de cours d'eau. Donc, on a demandé une dérogation au préfet directement, voire simplifier le dossier. Parce que là, je ne vous dis pas tout, mais il y a le dossier loi sur l'eau, il y a les dérogations d'espèces protégées, il y a tout ce qui va avec. On a demandé une dérogation du préfet pour pouvoir restaurer le cours d'eau, parce que c'est compliqué. Et sur l'autre, elle a bénéficié de la 3350 avant qu'elle saute malheureusement avec tout ce qui s'est fait derrière. Alors, on en a profité pour un projet, donc j'espère sincèrement la 3350 sera remise définitivement pour tous les maîtres d'ouvrage et maîtrises d'œuvre et entreprises pour qu'on puisse faire plus facilement des travaux de restauration de cours d'eau derrière. Parce que ça a le mérite au moins de mettre d'accord tout le monde sur le fait que, à partir du moment où vous restaurez des milieux et c'est de l'intérêt général, et que vous le faites avec des deniers publics, et y compris chez des privés, une fois que vous avez votre déclaration d'intérêt général, normalement, il faudrait que ça simplifie les choses pour qu'on puisse enfin dérouler des projets beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus rapidement à une échelle beaucoup plus importante. Donc, je pense qu'on est en bonne voie quand même pour que ça se fasse au niveau national plus rapidement maintenant que ce que ça s'est fait avant, d'un point de vue réglementaire.